tous ceux qui ont participé à ces actes. Le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle, agir ensemble avec les personnes ayant les coris sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, coagir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seuls. Qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me comprenez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce qu'ils sont là, le président est concentré, le procureur est mais les substituts écrits. Lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde. Alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Donc posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit ou bien que vous avez donné des ordres à votre garde. Parce que si vous dites ça, ils vont prendre maître tel, ils vont écrire. Ça va compliquer les choses. Monsieur Camara, il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il monsieur pose le des Président. questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. Arrêtez de faire les commentaires des questions. Répondez tout simplement aux questions parce que c'est ce que le tribunal prend en compte, ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous
de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer, parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait, et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiegro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui m'enduciate de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dit, qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiegro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiegro. Parce que le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux camps qui étaient avec moi, celui qui est parti sans mes instructions, il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Mme Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux,
ciseaux, coupe-coupe et hache. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre.